Bonsoir, merci à tous d'être venus. Vous savez qu'on est là pour parler du livre de Zaccaria et Taline Moumni. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, mais c'est un très beau livre, écrit à quatre mains, et pourtant l'histoire est dure et très poignante. C'est même insupportable par moments. Les deux voix s'alternent, l'une au Maroc, l'autre en France. L'histoire est un peu compliquée, vous allez voir que elle démarre en France, elle se poursuit au Maroc, et puis ensuite c'est un dialogue entre Zaccaria qui est en prison et Taline qui reste en France et qui essaye d'obtenir sa libération. L'histoire, certains d'entre vous la connaissent et d'autres non. Donc je vais la résumer avant de leur passer la parole à l'un et à l'autre. En septembre 2010, Zaccaria, qui à l'époque vit en France alors qu'il est marocain et de naissance et de nationalité, et s'est installé en France où il a rencontré Taline, française d'origine arménienne ayant vécu au Liban et aux États-Unis. Donc c'est là où déjà il faut suivre, hein, c'est un tout petit peu compliqué. Zaccaria décide de retourner à Rabat voir ses parents qui habitent toujours là-bas. On est en septembre 2010 et à l'arrivée à Rabat, à l'aéroport, il se fait intercepter, conduit au centre d'interrogatoire de Témara, qui est l'un des centres d'interrogatoire les plus connus du Maroc, centre de torture malheureusement aussi, interrogé pendant 4 jours. Tout cela dans une ignorance totale de sa famille, de ce qu'il est devenu. Il est vraiment rapté. Ensuite, à l'issue d'un procès, d'un simulacre de procès, il est condamné à 36 mois de prison, incarcéré à la prison de Salé, puis à la prison de Romani, qui est au milieu de nowhere, au centre du Maroc. Et Taline, pendant ce temps-là, à partir de la France, mène une campagne médiatique très très intense pour essayer de le faire libérer. Ce qui va finir par arriver, tout ça en très résumé, en février 2012. Mais l'histoire n'est pas finie. Tous les deux rentrent en France à ce moment-là. Et là, ils doivent déjà se reconstruire tous les deux en tant que couple. Zaccaria se remettre des séquelles de la torture, parce qu'il en a subi et de costaud. Et Taline qui ne retrouve pas exactement l'homme qu'elle avait épousé 3 ans plus tôt. Ça, c'est l'aspect privé. Mais il y a aussi l'aspect politique et l'aspect judiciaire qu'ils vont vous raconter. En résumé, le pouvoir marocain va essayer de les faire taire, n'aura de cesse de les faire taire entre l'intimidation, le chantage et la corruption. 2 personnages de l'entourage du roi Mohamed VI sont directement mis en cause par Zaccaria et Taline, et encore plus dans ce livre, c'est Mounir Majidi, le secrétaire particulier du roi, et Abdelatif Hamouchi, le patron des services secrets marocains. On va les intimider, on va les menacer, on va tenter de les acheter pour qu'ils cessent de dire à la presse ce qu'ils ont subi et la corruption qui règne au sein pas simplement du royaume, mais du régime. Et eux ne cèdent pas. Ce qu'ils réclament, c'est justice et reconnaissance publique de ce que Zaccaria a subi. Il y a 2 choses qui m'ont frappée dans ce livre. La première, c'est que ces 2 jeunes, ils ont 35 ans aujourd'hui, n'étaient pas du tout des militants ni des politiques. Je veux dire, Zaccaria était un sportif, pas du tout impliqué dans la politique, même ignorant. Et Taline, pas vraiment non plus du tout impliquée, et même elle-même ignorante quasiment du Maroc, n'en connaissant que très très peu depuis son mariage, c'est-à-dire depuis 1 an, 2 ans plus tôt. La deuxième chose qui me frappe aussi en lisant ce livre, c'est à quel point ils ont ignoré jusque, je dirais, 2014. Ils se sont toujours demandé, est-ce que le roi Mohamed VI est au courant de ce qui se passe dans le pays et sous ses ordres et avec ses propres sbires. Ça, c'est eux-mêmes qui vous donneront la réponse. Et dernière petite précision à vous apporter, c'est que je ne suis pas tout à fait neutre dans ce débat, puisque de 2000 à 2010, j'étais en charge des pays du Maghreb au monde et j'ai beaucoup écrit sur l'affaire Moumni. Et à partir de 2010, comme j'ai été expulsée de Tunisie par Ben Ali, j'ai quitté le Maghreb. Et je me souviens que l'un de mes soucis en passant sur les pays émergents, parce que j'ai donc changé de secteur, c'était l'affaire Moumni, parce que je m'étais promise de jamais les lâcher.
Et à ma façon et d'autres façons, j'ai tenu parole quand même si nous avons été très très nombreux, Ignace Dahl notamment, et beaucoup des ONG de défense des droits de l'homme au Maroc et en France qui ont été extraordinaires, aux États-Unis aussi. Donc, avant de revenir peut-être un petit peu par ordre chronologique, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous a amené, Zacharia, à vous retrouver comme ça, incarcéré, qu'est-ce qui vous a valu les foudres du royaume? Je voudrais déjà vous poser une question à tous les deux. Pourquoi, 3 ans après, vous avez voulu écrire ce livre? Bonjour à tous. La première des choses, c'est pour raconter la vérité, pour raconter ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe sous le règne de Mohamed VI. Et aussi pour laisser une trace pour l'histoire et surtout pour que tout le monde sache ce qui se passe vraiment sous le règne de Mohamed VI. Donc, je reviens à ma question initiale. Zacharia, expliquez-nous, pour ceux qui ne connaissent pas votre histoire, pourquoi vous vous êtes retrouvé comme ça, en contact déjà avec le Palais Royal, en contact même avec Mohamed VI. Qu'est-ce que vous réclamiez? Alors, tout d'abord, moi j'étais le premier Marocain, le premier Marocain champion du monde, tous sports confondus, sous le règne de Mohamed VI. J'étais le seul Marocain, le seul Arabe et le seul Africain qui a gagné ce titre mondial dans ce championnat du monde en 99 à Malte. Normalement, il y a un décret royal qui donne le droit à chaque sportif titré champion du monde d'avoir un poste de conseiller sportif. Ça, c'est un droit légitime, c'est un décret royal. Donc moi, j'ai demandé ce droit légitime qui est un simple droit. J'ai pas demandé quelque chose, j'ai demandé un simple droit. Mais vous l'avez demandé avec une obstination qui a provoqué leur courroux. Vous savez, moi j'ai cru à Mohamed VI, quand je regarde à la télé, je regarde ses discours, il dit qu'on est dans un pays de droit. Donc moi j'ai cru à ses discours et j'ai réclamé, j'ai demandé à ce qu'on me donne mon droit. Donc un jour, Mounir Majidi, le secrétaire du roi, le secrétaire particulier, vous reçoit. Et c'est là finalement que les choses tournent mal. D'abord, j'ai rencontré, d'ailleurs je l'explique bien dans le livre, j'ai fait vraiment tout pour rencontrer le roi. Et j'ai réussi à le rencontrer à Rabat en 2006. Et je lui ai donné une lettre, je lui ai expliqué mon problème et tout. Je lui ai dit que je suis champion du monde marocain et que je veux me consacrer en plein temps à ce sport. Et je demande juste l'application de ce décret royal. Le lendemain matin, son secrétaire particulier, Mounir Majidi, il m'a appelé. C'était les ordres du roi. C'est le roi qui lui a ordonné de rentrer en contact avec moi. Du coup, il m'a invité au palais royal Rabat Ouarga. Mais la première des choses qu'il m'a dit de ce secrétaire, une fois que je suis arrivé au palais royal, il m'a dit tu sais, le premier Marocain qui a gagné une médaille, c'était une médaille d'argent aux Jeux Olympiques en 1960. Et ce sportif, il a vécu toute sa vie pauvre et il est mort pauvre. Moi, j'étais choqué. Et là, je lui ai répondu, je lui ai dit d'abord, premièrement, je ne suis pas pauvre. Deuxièmement, je ne mourrai pas pauvre. Et troisièmement, j'ai demandé, moi, un décret royal, un droit légitime au roi du Maroc. Et à ce moment-là, il m'a dit oui, non, mais bien sûr, Sa Majesté a donné ses ordres. De toute façon, il m'a chargé personnellement pour s'occuper de ton dossier. Et que il allait régler toute l'affaire dans la semaine à venir. Or, 1 semaine, 2, 3 semaines, personne ne m'a contacté. Et quand j'ai contacté le palais, on m'a fait comprendre que Mounir Majidi ne m'a jamais vu, il ne m'a jamais reçu et qu'il m'interdit dorénavant rappeler, sinon j'aurais des sérieux problèmes. Alors, on ne va pas pouvoir raconter tous les épisodes par le menu. En effet, le nombre de rencontres, de démarches, tout ce que vous pouvez faire. Il y a quand même un tournant. C'est septembre 2010. Vous rentrez à Rabat alors que vous êtes reparti en France. Et là, à la sortie de l'avion, qu'est-ce qui vous arrive? Le problème, d'abord, il a commencé à Paris. Il a commencé devant la résidence du roi, le château de Bay, en France. J'ai manifesté parce que j'avais rencontré quelques mois auparavant le roi Mohamed VI ici à Paris. Et du coup, alors, je suis parti manifester le 25 janvier 2010. Et quelques heures plus tard, il y avait le secrétaire particulier du roi, Mounir Majidi, qui est venu, qui m'a menacé de mort devant tout le monde. Il m'a dit clairement, textuellement, « T'as de la chance d'être en France, si t'étais au Maroc, on t'aurait déjà fait la peau. » Donc, moi, j'ai pas pris ces menaces très au sérieux parce que je me suis dit, les années de plan, les années de Hassan II, c'est fini. Et je suis rentré d'abord, avant le 27 septembre 2010, je suis retourné au Maroc le 12 février
2010. Et j'étais arrêté à l'aéroport de Casablanca pour motif atteinte à la sacralité, c'est-à-dire atteinte à la personne sacrée du roi. Et on m'a conduit dans un bureau, j'étais entouré par 5 agents de la DGST marocaine, les hommes de Hamouchi, d'Abdelatif Hamouchi, le directeur du contre-espionnage. Et on m'a posé pas mal de questions, pourquoi j'ai manifesté, pourquoi je parle de Majidi dans les médias. Et on m'a forcé à signer un document, un papier, comme quoi je ne manifesterai plus jamais devant la résidence du roi en France et je ne citerai plus jamais Mounir Majidi dans les médias. Sinon, j'y serai poursuivi pour motif atteinte à la sacralité. Après, on m'a laissé rentrer au Maroc et je retourne le 15 pour rentrer et retourner en France. On m'arrête de nouveau avec le même motif. À ce moment-là, du coup, j'ai commencé à leur dire, est-ce qu'à chaque fois je vais rentrer au Maroc, il va m'arriver la même chose? Ils m'ont dit, bon, bah, on va envoyer un message à Rabat, c'est Rabat qui décide. Et on m'a laissé partir. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que le 16, le lendemain, le 16 février 2010, j'étais convoqué ici au ministère de l'Intérieur français. Et là, j'ai raconté tout ce qui s'est passé. J'ai raconté qu'on m'a forcé à signer ces documents et tout. Ils ont un rapport détaillé. D'ailleurs, ce qui prouve le procès monté, fabriqué de toutes pièces de la DGST marocaine, parce qu'ils disent, dans leur procès, ils disent que j'étais recherché par la police à partir du 1er février 2010. Zacharia, c'est intéressant, mais je pense que tout ça, tous les détails, on les aura dans le livre. Parce que j'ai peur que nos auditeurs s'y retrouvent pas. Ce qu'il faut nous dire, mais oui, mais il faut leur laisser pour la lecture du livre. Hein. Nous, on va donner les grandes lignes. Le tournant essentiel, ce que je veux vous faire raconter vous-même, c'est la façon dont vous êtes arrêté, emmené à Témara et les tortures. Et là, il faut les dire parce qu'on a encore plein d'autres étapes à dire. Alors, je retourne une deuxième fois au Maroc le 27 septembre 2010, cette fois-ci à Rabat. J'atterris à l'aéroport de Rabat. Et je présente mon passeport, ils me disent la même chose, atteinte à la sacralité, ils m'emmènent dans un bureau. Cette fois-ci, j'ai attendu, mais j'ai pu appeler ma famille qui m'attendait dehors. Je leur ai expliqué que je suis avec la police, que normalement ça va durer, je leur ai dit que ça va durer 1 heure. Je pensais que ça allait être comme la dernière fois. Et soudain, il y a 4 agents de la DGST marocaine en civil qui sont venus me voir. Ils ont confisqué mes téléphones, ils m'ont mis les menottes et on est retourné vers l'avion. Il y avait une voiture banalisée qui nous attendait sur le tarmac, c'était un 4x4 noir. Et une fois dans la voiture, on m'a bandé les yeux et on m'a allongé sur les genoux d'un des deux et on m'a recouvert d'une veste. C'était un kidnapping. Et à ce moment-là, j'ai pensé directement à l'affaire Mehdi Ben Barka. Je me suis dit, ça y est, je suis enlevé, je ne vais plus revoir ma famille, ma femme. Je me suis dit, ça y est, c'est fini. On a roulé à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Après, je me suis retrouvé dans un lieu secret qui s'est avéré par la suite le triste et célèbre centre de torture Témara, qui est reconnu officiellement par les États-Unis parce que les Marocains sous-traitaient la torture aux Américains dans ce centre-là, qui d'ailleurs se trouve à seulement 2 km de la résidence principale du roi Mohamed VI. Comme je peux vous le montrer ici, j'ai une photo. Si vous voyez ici. Là, il y a le centre de la c'est le centre de torture Témara, c'est le siège de la DGST marocaine. Et là, c'est la résidence royale du roi Mohamed VI. On dirait que le centre se trouve au fond de son jardin. Et qu'est-ce qui se passe dans le jardin de Mohamed VI? Alors, qu'est-ce qui se passe dans le jardin? Il se passe beaucoup de choses. C'est que une fois arrivé dans ce centre-là, j'étais mis nu, ligoté, les pieds et les mains reliés par une chaîne. J'étais suspendu, la tête en bas, tabassé avec des barres en fer, avec des câbles, ils versaient de l'eau sur moi. J'étais privé de sommeil, privé de nourriture, privé d'eau. J'ai pu boire quelques gouttes d'eau quand ils versaient de l'eau sur moi. Et le premier jour, une fois que je suis arrivé, ça a duré 1 heure à peu près, et on m'a emmené dans une autre pièce. Et là, ils m'ont enlevé les menottes de derrière, ils me l'ont remis devant. Et on m'a enlevé le bandeau, on m'a demandé de laver ma tête. Par contre, les 4 bourreaux qui étaient devant moi, ils étaient cagoulés. J'ai lavé ma tête. Après, on m'a pris à plusieurs reprises en photo, alors que j'étais nu, ligoté, les pieds et les mains reliés par une chaîne. Après, on est retourné dans la première salle, la salle de torture. Et là, j'entends « Attention, le chef est là, attention, le chef est là ». Et là, il me torture violemment. Et avec la rage, j'avais les menottes devant, j'ai pu enlever mon bandeau. Et c'est à ce moment-là où je vois en face de moi le directeur de la DGST marocaine, des services contre-espionnage, Abdelatif Hamouchi, qui était présent dans la salle de torture. Tu n'as su son nom que rétrospectivement. Sur le moment, c'est son visage qui s'est imprimé dans ta tête, mais tu ne savais pas que c'était Hamouchi. Pour le moment, pour moi, c'était le chef. J'ignorais son identité. Mais comment j'ai su que c'était Abdelatif Hamouchi? Quand j'étais en prison,
Et là, il faut savoir qu'il y a une seule chaîne, la chaîne nationale, ou une bourre d'information du Marzan. Le Marzan, c'est les gens qui gouvernent dans l'ombre, c'est l'État dans l'État, c'est les gens qui gouvernent dans l'ombre. Et là, il y avait une cérémonie de la fête du trône. Et à ce moment-là, le roi avait décoré Hamouchi. Et quand j'ai vu déjà Hamouchi, j'ai dit, c'était le chef. Et à ce moment-là, ils ont dit, Monsieur Abdellatif Hamouchi, le directeur de la DGST marocaine. Et comme ça passe en boucle, j'ai pu le voir et le revoir jusqu'à ce que je l'ai gravé bien. Tes tortures ont duré 4 jours. Et c'est étonnant, mais tu oublies même de dire que tu as été torturé à l'électricité aussi. Alors, j'étais suspendu, j'étais tabassé, j'étais électrocuté et j'étais menacé sans cesse. Il me dirait que ici, c'était l'abattoir de Sa Majesté, qui vont me découper, faire de moi de la viande hachée et que je sortirai dans des boîtes de conserve. Et que je vais beau remuer ciel et terre, je ne sortirai pas d'ici vivant. Il me disait aussi que eux ne dépendent ni du ministère de l'Intérieur, ni du ministère de la Justice, que eux travaillent directement avec le roi et que ça, c'était les ordres du roi. Et que ça va m'apprendre d'aller manifester devant la résidence du roi ou de citer Mounir Majidi dans les médias. Et au bout d'un moment, je tombais de la fatigue parce qu'on m'a mis sur une chaise et il me demandait de raconter ma vie. Il me demande, raconte-nous ta vie depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Et je commence à raconter. Et quand j'arrive au passage où je dis que j'ai rencontré le roi et que j'étais reçu dans le palais royal, là, je suis suspendu, la tête en bas, je suis tabassé, électrocuté violemment. Et ils me disent, ce chapitre-là, il faut que tu le rayes de ta mémoire, il faut que tu le supprimes. Et après, ça continue. Et quand je raconte ma vie, j'arrive au passage du roi, hop, et je le raconte pas. Donc, ils étaient en train de me torturer pour oublier ma rencontre avec le roi et ma rencontre avec Mounir Majidi. Pendant ce temps-là, Taline, toi, à Paris, tu n'avais aucune nouvelle. Bonsoir, d'abord. Donc, oui, alors effectivement, le 27 septembre, donc on s'est quitté normalement. Enfin, j'avais pas d'appréhension particulière à part le fait qu'il allait prendre l'avion et que j'ai un peu peur quand on voyage en avion, mais voilà, pas d'appréhension particulière. Et puis en quelques heures, en fait, tout a basculé de manière assez brutale. Et en fait, rapidement, j'ai compris qu'ils allaient lui faire du mal. Je ne savais pas du tout qui appeler, je savais pas du tout vers qui me tourner. Donc, ce que j'ai fait machinalement, c'est d'appeler l'aéroport à Rabat pour leur demander si ce vol était bien arrivé à destination. J'ai pas réussi à avoir de réponse claire. On m'a dit qu'il n'y avait aucun passager au nom de Zakaria Moumni. J'ai appelé l'aéroport d'Orly où on me dit que le vol s'est déroulé sans problème et que tous les passagers sont arrivés sains et saufs. J'appelle le poste de police de l'aéroport de Rabat. Donc au bout de 2-3 tentatives, on me raccroche carrément au nez. Enfin, je me suis dit bon, je me suis dit c'est un mauvais rêve. Je vais me réveiller. Enfin, et donc ensuite s'en est suivi 4 jours atroces, horribles. Je sais même pas comment j'ai fait pour tenir le coup. Enfin, ma mère est venue et j'ai une de mes meilleures amies qui est venue, mais j'étais tellement perdue, je savais pas par où commencer. J'étais sans cesse au téléphone avec donc sa famille là-bas, complètement paniquée. Ici, ma famille. La seule chose que j'ai faite, qui m'a par la suite quand même aidé, réconforté, c'est d'appeler un des journalistes qui avait écrit un article sur Zakaria quelques mois avant, qui m'a conseillé le nom d'un avocat, Maître Abderrahim Jamaï, un avocat qui est très réputé au Maroc pour son combat pour la défense des droits de l'homme, qui a tout de suite pris l'affaire de Zakaria en main et qui m'a dit on va essayer de le retrouver. Enfin déjà au départ, c'était juste de savoir où est-ce qu'il était, puisqu'il avait complètement disparu dans la nature. Et savoir s'il était toujours vivant. Enfin, c'était quand même 2 questions. On était quand même sur une question de vie ou de mort. Et puis il y a eu ce coup de fil donc le jeudi soir. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi, il m'appelle donc là où il se trouvait. Il me dit je suis en prison. Je sais pas ce que j'ai fait. On m'a fait du mal, mais t'inquiète pas. J'ai fait voilà, d'accord. Et là, je me suis dit bon. Par où commencer ? Est-ce que j'y vais ? Est-ce que je vais là-bas ? Mais alors on m'a déconseillé d'y aller. Et puis petit à petit, des associations marocaines de défense des droits de l'homme, comme la MDH, qui avait déjà sorti un communiqué au lendemain de sa disparition. Enfin,
des militants ou des journalistes ont pu me dire tu seras beaucoup plus efficace en restant à Paris et en essayant d'alerter d'abord les ONG, enfin voilà, que d'aller là-bas sur place, tu seras pas du tout, tu seras pas efficace quoi. Donc c'est là que, très honnêtement, je pensais pas, et on le dit dans le livre, que ça allait durer aussi longtemps. Moi, honnêtement, j'ai pensé, bon, alors ils lui ont donné une leçon. Ils voulaient le punir, parce que tout de suite j'ai pensé à ça. Ils voulaient le neutraliser, lui donner une bonne correction, et puis bon, après ils vont le relâcher, puis ils vont le laisser rentrer en France. Et à aucun moment, dans ma tête, je me disais que ça allait durer aussi longtemps. Zacharia, justement, tu as droit donc à une parodie de procès, et ensuite tu es envoyé en prison. Il y a 2 étapes. On ne va pas raconter le procès, ça sera pour la lecture du livre. Mais le procès est un véritable gag. Il a les yeux bandés, on lui fait signer des aveux qu'il ne lit pas. Tu te retrouves en prison à Salé, puis à Romani. C'est la descente dans l'enfer. Là. Ouais. Alors, la première prison de Salé, c'était l'enfer. Mais la deuxième, je n'ai jamais imaginé qu'une telle prison se trouvait au Maroc. Quand je suis arrivé sur place, déjà, elle est au milieu de nulle part, cette prison. La première des choses, ils m'ont rasé la tête. Et quand je suis arrivé devant la cellule, mais je ne voyais pas des détenus, je voyais des morts vivants. C'est vraiment des morts vivants. Les gens, ils étaient éteints, ils étaient bleus. C'était vraiment comme si j'allais retourner dans le temps. C'était le retour dans le temps, c'était le Moyen-Âge. Une fois je suis rentré dans cette cellule, on était entre 50 et 60 détenus dans un 40 mètres carrés. Il y avait des milliers de cafards. Les gens, ils avaient des tiques et des poux dans leur peau. Il y avait 1 heure d'eau par jour. 1 heure d'eau par jour. Et il y avait des fous avec nous. C'était pas que des détenus, il y avait des fous. Ils devaient être dans des asiles psychiatriques, des fous. Tout était mélangé. Les peines étaient mélangées. Il y avait des gens qui avaient perpétuité, il y avait d'autres 20 ans, 15 ans, avec des gens 6 mois. Et comment un jeune qui va rentrer, il a 6 mois de prison, il va se retrouver face à des monstres de 30 ans? C'est là où il y a des viols, des agressions, et j'en passe. Il y a pas mal de choses que je décris bien dans le livre. Il y avait des suicides, il y avait des gens, ils passaient leur journée à scarifier tout le corps. C'est plus que l'enfer. Je n'ai vraiment jamais imaginé que sous le règne de Mohamed VI, une telle prison existe. Malgré tout, Zach, tu arrives à tenir bon, à garder ta santé mentale, ce qui n'était pas évident, et à organiser même à organiser la cellule et organiser des séances de sport. Franchement, j'ai vu, il y avait que de la violence. Il y avait que de la violence. Et là-bas, il faut savoir que j'étais obligé de me transformer. On peut pas. C'est l'instinct de la survie. Et c'est vraiment, on devient animal. On s'adapte. Et du coup, là-bas, c'était que de la violence, du matin au soir. Et j'ai réussi à les ramener un petit peu par rapport à faire du sport, à organiser quelques combats. Et du coup, les gens, il y avait un moment de calme. C'était entre 18h et le soir. Il y avait un moment où c'était vraiment tout le monde s'asseoir. Et du coup, on organisait quelques combats et tout. Et les gens, ils étaient... J'ai réussi à mettre un peu l'ordre quand même. Et avant, la lumière, elle était allumée H24. Du coup, j'ai réussi, parce que je leur dis, voilà, demain, si on veut continuer à faire des combats, il faut éteindre la lumière à minuit et tout. Et c'était comme ça, il fallait être un petit peu avec eux, quoi. Et c'était ça. Tu t'en es sorti à cause de ton mental de sportif, mais aussi parce que tu avais quand même de très loin, certains moyens, y compris financiers, parce que tout se payait à l'intérieur de la prison. Tout se payait, parce que déjà dans cette prison, il n'y a même pas de cabine téléphonique. Elle est coupée, on est coupé du monde de l'extérieur. On est vraiment coupé de l'extérieur. Il n'y a rien. Donc il faut payer pour avoir... il faut savoir, le téléphone, c'est les gardiens qui les ramènent. Moi, j'ai payé des gardiens qui m'ont ramené le téléphone, ils m'ont ramené le chargeur. Et c'est comme ça. Mais c'est pas tu payes juste une fois le téléphone. Tu payes le téléphone pour l'acheter et tu payes pour le garder tous les semaines. Sinon, ils vont rentrer te le prendre. C'est ça. Tout est interdit. Il faut savoir que même un oreiller, c'est interdit. Et là-bas, les couettes, il n'y a pas de... C'est des couvertures, c'est des petites couvertures où tu mets une dizaine pour faire un lit. C'est ça le lit.
Et l'oreiller, il faut payer pour l'avoir. Et il faut continuer à payer pour le garder. Ne stresse qu'un petit bol en plastique, il faut payer pour l'avoir. Et tout est interdit. Tout est interdit. Et là, tu vas passer combien de temps à Roumanie ? Je suis resté dans cette prison 8 mois. 8 mois, mais vraiment, aujourd'hui, quand j'y pense, je dis comment j'ai fait pour pouvoir gérer ces gens-là, et surtout entre 50 et 60 personnes, plus les gardiens, plus c'est vraiment... Je peux citer juste un truc, j'ai vu les gardiens, pour montrer qu'il y a un trafic même dans l'être humain. C'est-à-dire, ils peuvent, et là je l'explique bien dans le bouquin, c'est que il y a des gens dans des cellules, ils peuvent payer les gardiens, ils peuvent ramener un petit jeune pour qu'il reste dans la cellule pour que les autres abusent de lui. Il peut rester 1 semaine, 2 semaines. S'il y a d'autres qui vont payer plus cher, ils vont le prendre, ils vont le transférer dans l'autre cellule. Et c'est comme ça. Pour l'argent. Les gardiens, ils touchent de l'argent pour garder ça et ils sont en train d'abuser de ces gens-là. Taline, pendant ce temps-là à Paris, toi, tu mènes le combat pour faire entendre l'histoire de Zach, et tu envoies quelque chose comme 6000 mails. Tu réveilles tout le monde et finalement tu obtiens les plus grands journaux et les chaînes de télévision, et tout le monde s'y met après. Vas-y, raconte. Oui, donc ça a été un combat assez, quotidien en fait, et assez compliqué à gérer avec mon travail, ma vie. Si tant est qu'il m'en restait une, mais je devais un peu tout gérer. Et effectivement, ça a été d'abord d'obtenir des rapports des différentes associations de défense des droits de l'homme internationales. Donc, à chaque rapport publié, pour moi, c'était une victoire. Donc, Human Rights Watch, Amnesty International, qui ont tout de suite publié des rapports en 2010 et en 2011. Et puis, effectivement, j'étais un peu en fait la voix de Zach qui pouvait pas s'exprimer du fin fond de sa prison. Donc j'avais cette immense responsabilité d'alerter les médias sur son histoire, et puis de pouvoir la raconter de manière claire, parce que c'était pas forcément évident de dire que au Maroc, à 2 heures d'avion, il y a encore de la torture et qu'on est au XXIe siècle sous le règne de Mohamed VI. Donc ça n'a pas été forcément évident tout de suite, mais par la suite, oui, ça s'est enchaîné très vite. Et effectivement, chaque article publié dans Le Monde ou dans d'autres presses, c'était à chaque fois véritablement une victoire. Et en contrepartie, la chose que je craignais à chaque fois, et je l'explique aussi dans le livre, c'est que c'était toujours assorti d'une crainte qu'on lui fasse payer en fait, lui, à l'intérieur de la prison, et puisqu'il était toujours entre leurs mains, ce que moi je faisais ici à Paris. Donc c'était très compliqué de gérer mentalement, en fait, de se dire que finalement, d'accord, je fais des choses ici, mais au final, s'ils veulent vraiment le neutraliser, le faire disparaître une bonne fois pour toutes, ce sera toujours très simple pour eux là-bas. Donc Zakaria va rester... va passer de Salé donc à Roumanie, puis de Roumanie, il repasse à Salé. Là, il y a encore plusieurs procédures judiciaires, des 2 pauvres Gus qu'on fait témoigner. Tu veux dire un mot un peu de ces pauvres Gus ? Parce que c'est aussi ta demande de réhabilitation, c'est que on cesse de dire, le motif officiel pour lequel Zakaria Moumni a été interné au Maroc, c'est qu'il avait escroqué 2 pauvres malheureux. D'ailleurs, déjà, ils avaient dit qu'ils ont choisi 2 prénoms et 2 adresses, parce que mon avocat avait envoyé même un huissier de justice à ces adresses. Ces gens-là, ils n'ont jamais habité ces adresses, ils étaient inconnus, introuvables, et on a demandé même la confrontation avec l'agent qui a rédigé le PV, et le juge a toujours refusé. Qu'est-ce que tu reprochais ces 2 personnes ? Explique Oui, apparemment ces 2 personnes, je leur ai soutiré 1 200 € par personne, et ils ne me connaissent pas, ils m'ont jamais vu, ils m'ont vu 1 minute. Ça, c'est ce qui est marqué dans le procès verbal. Ils m'ont vu 1 minute, et je leur ai dit, donnez-moi 1 200 € pour vous trouver un travail en Europe, même pas en France, en Europe. Et ils m'ont sorti les 1 200. Ils avaient les 1 200 dans leur poche. Ils me les ont donnés. Et apparemment, il y avait un autre, un intermédiaire, un intermédiaire, que lui, il les connaît très très bien.
Et bah, du coup, ils ont pas réussi à trouver l'autre, mais ils ont réussi à me trouver moi. Et aussi, d'ailleurs, dans le procès verbal, dans l'arrêt d'appel, j'explique que j'étais torturé. Et c'est mentionné. Je sais pas, peut-être le juge, il était pas je sais pas, il était inconscient, il était pas réveillé. C'est mentionné dans l'arrêt d'appel que j'étais torturé. Et tout. C'est mentionné. Et à aucun moment, le juge a ouvert une procédure, une enquête sur la torture, malgré que le Maroc a signé la Convention des Nations Unies qui l'oblige. Le juge, il a l'obligation d'ouvrir une enquête et annuler la condamnation, parce que c'est se tirer sous la torture. Mais, et dernièrement, ils ont ramené 2 pauvres types. C'est même pas les mêmes identités. Le juge, il lui a posé la question: ouais, vous êtes célibataire? Ah non, j'ai 2 enfants. Du coup, même le juge, il était un peu perturbé. Et il y avait d'ailleurs des observateurs de Amnesty International, Human Rights Watch, l'AFIDH, ils ont fait des rapports vraiment. Ils ont dit que c'était vraiment kafkaïen, c'était du théâtre, c'était vraiment du théâtre. Il y a plusieurs faux espoirs. Tu vas sortir de prison, Taline le croit, Ignace et moi notamment le croyons. On est tous mobilisés pour essayer de te faire sortir de prison. Et finalement, ce jour-là arrive avec quelques mois d'avance, puisque tu étais condamné à 36 mois. Tu sors avec 5 mois d'avance, 6 mois d'avance, en février 2012, le jour de mon anniversaire. De 33 ans 32 ans 32 ans. D'abord, il faut savoir, la grâce, le roi m'a envoyé un émissaire qui est venu me voir en prison. Cet émissaire, il s'appelle Adil Belgaïd. Il est venu me voir, il s'est présenté comme ami proche de Mohamed VI, envoyé par Mohamed VI. Il m'a expliqué, il m'a dit que le roi a pris connaissance de mon affaire, il sait que je suis innocent, c'est pour ça qu'il va me gracier, et il va me gracier le jour de mon anniversaire. Il va me recevoir et juger les tortionnaires. Par contre, il faut que tu parles à ton épouse, qu'elle lève un peu les pieds sur les médias et les ONG. Et à ce moment-là, moi, c'était une fierté pour moi, parce que c'est moi la victime. Je suis en prison et le roi m'envoie un émissaire parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et moi, j'étais fier. Et du coup, je lui dis, maintenant, ce que vous allez faire, moi, le téléphone, c'est interdit ici. Il m'a dit, tiens, mon portable. Je lui dis, ah non, moi, je respecte la loi. Je lui dis, non, c'est interdit. Par contre, tu dois aller la voir à Paris pour lui dire ça. Et il est venu à Paris la voir. Et on a... Oui, alors c'était un peu kafkaïen, mais oui, effectivement, j'ai accepté de le recevoir par curiosité, donc j'ai écouté attentivement ce qu'il avait à me dire. Et enregistré. Oui, j'ai enregistré aussi. Et donc on s'est vu dans un café à Paris et en gros il m'a dit voilà qu'il fallait que je calme un peu le jeu sur la campagne médiatique et avec les ONG, et que mon mari serait gracié si j'ai arrêté un peu tout ça, donc j'ai pas arrêté. Enfin, avec Zach, on était d'accord qu'il ne fallait rien arrêter, donc je le lui ai dit. Donc ça s'est terminé sur une espèce de 3 points de suspension, donc je me suis dit j'aurais vraisemblablement plus de nouvelles ni rien, mais au final ils l'ont quand même gracié, donc voilà. Bon, en tous les cas, on n'était absolument pas prêts. Alors encore une fois, c'était la même chose. J'en parlais à chaque fois avec Zacharia du fin fond de sa prison. Alors moi, à chaque fois, j'étais en train d'essayer de me réfréner. Je savais pas s'il fallait que je continue, etc. Et pour sa sécurité à lui, non pas que j'avais peur des autorités marocaines, pas du tout. Et à chaque fois, il me disait non, il faut que tu le fais, ils vont rien me faire dans la prison, t'inquiète pas. Enfin. Et à un moment donné, en fait, c'était l'inverse, c'est-à-dire que c'est moi qui l'appelais pour avoir du soutien moral, et en fait, des fois c'est moi qui pleurais au téléphone, bon, parce que il fallait que ça arrive, mais c'est lui qui me remontait le moral du fin fond de la prison, donc c'était. Donc Zacharia finit par sortir de prison, gracié par le roi. Le couple rentre en France. Et là, qu'est-ce qui se passe? On pourrait croire que l'histoire est terminée. J'ai dit en 2 mots que ça ne l'était pas pour vous, qu'il fallait vous reconstruire. Mais là, parlons plutôt de l'aspect politique et judiciaire. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le 21 février 2012, l'AFIDH, Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, m'ont organisé une conférence de presse pour la demande de la réhabilitation. À ce moment-là, j'ai demandé audience au roi directement et ouvertement pour lui raconter ce qui se passe dans son royaume, en son nom et à seulement 2 kilomètres de chez lui. Et quelques jours plus tard, j'étais contacté par le directeur du protocole royal et de la chancellerie, Abdeljawad Belhaj, qui m'a expliqué que l'agenda du roi elle est un peu chargé, mais qu'il allait reprendre contact avec moi dans les jours à venir. Début mars de la même année, c'est le ministre de l'Intérieur de l'époque, Mohamed Lansar, qui m'a contacté.
Il s'est présenté par téléphone. Il m'a dit, voilà, je suis mandaté par Sa Majesté, j'ai reçu les ordres, voilà, maintenant on va procéder à réparer cette injustice. Donc il m'a invité, lui, il y avait même le directeur du protocole royal qui m'a invité, j'ai toujours refusé. J'ai dit, moi, je veux voir une seule personne, c'est le roi du Maroc. À part le roi, je veux voir personne. Et au bout d'un an d'échange téléphonique avec ce ministre, et d'ailleurs j'ai tous les enregistrements, il a fini par nous inviter, mon épouse et moi, pour se rendre au Maroc du 3 au 6 mars 2013 pour avoir audience avec le roi Mohamed VI. D'ailleurs, avant de se rendre au Maroc, on a prévenu ici le Quai d'Orsay et l'Élysée de ce déplacement. Et Florence. Et bien sûr Florence et les associations des droits de l'homme. Et sur place, on n'a pas pu voir le roi, mais par contre, ils m'ont proposé la réparation matérielle. La réparation matérielle, il m'a expliqué qu'ils peuvent m'acheter un club de sport à Paris jusqu'à entre 5 et 6 millions d'euros, mais il fallait que je tourne définitivement la page et que je ne parlerai plus jamais de la torture. Et non seulement il fallait que je tourne la page, mais il fallait que je compose avec le commanditaire et le tortionnaire. À ce moment-là, je lui dis, ok, on va réfléchir. J'ai même, d'ailleurs je le dis dans le bouquin, je lui dis, oui, c'est une bonne idée. Je pense même donner le titre de ce club, le club Mohamed VI à Paris. Et on est rentré, je suis rentré en France, et à ce moment-là, je me suis tourné vers la justice française. Et le 21 février 2014, mes avocats, Maître Patrick Baudouin, président d'honneur de la FIDH, et Maître Clémence Bectade ont déposé une plainte en mon nom au pôle spécialisé crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide pour torture contre Abdelatif Hammouchi, le directeur du contre-espionnage, et contre Mounir Majidi, le secrétaire particulier du roi, comme commanditaire. Et là, ça va déclencher une vraie crise politique entre la France et le Maroc. Ça va durer 1 an. Exactement. Mais c'est ça l'interrogation. Si Hammouchi n'avait rien à se reprocher, pourquoi il a fui la France ? Pourquoi créer une crise diplomatique ? Il fallait juste venir se présenter face à moi devant la justice et dire voilà, il est en train de mentir et prouver. C'était simple, c'était si simple. C'est vraiment... ils ont non seulement... Il est rentré, il a fui la France, mais aussi, ils ont arrêté toute la coopération judiciaire. C'est vraiment pour qu'il n'y ait pas de poursuite. Et ça, je pense que les gens, ils ne sont pas cons de le voir. Avant qu'on passe la parole à la salle, dites-nous où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? La procédure judiciaire est en cours. Vous, du côté professionnel, qu'est-ce que vous faites ? Votre famille, est-ce que vous pouvez retourner au Maroc ? Où est-ce que vous en êtes ? Le point aujourd'hui. Par contre, vous pouvez parler des intimidations, Ah oui, ça, il y a un point très très important. Parce qu'après, une fois on a déposé la plainte, et là, les autorités marocaines ont commencé ils ont procédé à un sordide chantage. Ils ont commencé à vouloir me faire chanter avec des photomontages à caractère pornographique, photos tirées d'une séquence vidéo prise à notre insu, mon épouse et moi, quand on était au Maroc, quand on a séjourné au Maroc du 3 au 6 mars pour avoir l'audience avec le roi. Et après, il y avait même une personne qui est venue jusqu'en bas de chez moi, elle a sonné, elle m'a dit clairement, il m'a parlé en arabe, en marocain. Il m'a dit, est-ce que tu as compris le message ? Si tu ne retires pas tes plaintes contre Majidi et Hammouchi, on va rendre public les vidéos. Ils ont pensé qu'ils peuvent m'intimider avec des photomontages à caractère pornographique. Mais moi, j'étais torturé nu. J'ai pas honte de moi. C'est pour voir. Ces méthodes-là ne sont pas dignes d'un pays où le souverain est commandeur des croyants. C'est des méthodes de voyous. C'est des méthodes de mafieux. C'est des méthodes de Ben Ali. Et donc, aujourd'hui, c'est la vérité. Les photomontages, oui. Oui, les photomontages. Attendez, on parle des photos et des menaces. Je vais vous montrer là. Parce que, non, pas les photos. Là, je fais encore. Il y a une personne de l'entourage royal qui continue à me menacer. D'ailleurs, il fait l'objet d'une plainte aussi. Qui continue à me menacer sur Facebook et tout. Il m'envoie des messages, comme vous voyez. Tu as pris le mauvais chemin, tu risques gros, petit con, je vais te massacrer. Je vais te massacrer, tu nous condamnes de torture, alors là, tu verras bien à quoi ça ressemble, petit salopard. Et là, va te soigner, au lieu d'essayer d'approcher les hauts placés, tu attaques 2 personnes qui ne te feront que du bien, attends-toi à un joli coup très prochainement. Et cette personne-là, elle est le président fondateur chez Association des admirateurs de Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'est une fonction, hein. Et aussi, il s'affiche avec le prince
le cousin germain du roi Mohammed VI, le prince Ismaël. Donc il pense qu'il est intouchable, il me menace de massacre et tout. C'est un pauvre gars, pour moi. Et donc, il y a de l'acharnement judiciaire, il y a une campagne de diffamation. Il faut savoir que même pour le livre, ils avaient le culot de dire que le livre de Zakaria, de Tallinn et Zakaria Momni, écrit par Catherine Gracier. Il faut le faire. Et d'ailleurs, ils font l'objet d'une plainte, le site proche du Majidi, et ils font l'objet d'une plainte, on a déposé, moi et l'édition Kalma Lévy, on a déposé plainte contre eux pour diffamation. Et ça, qui nous a aidés. Et d'ailleurs, la personne qui nous a aidé à écrire, à mettre en forme ce livre, c'est une journaliste de Télérama, elle s'appelle Veronika Zarakovic. D'ailleurs, je tiens à la remercier. Catherine Gracier n'a pas pu réagir à ça parce que j'imagine elle est au courant. Catherine Gracier, qu'on dit que c'est non. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je crois qu'en ce moment, elle fait profil bas. Oui, c'est ça, à cause de la. Ouais. Et du coup, alors, ça, c'était les intimidations, les menaces et tout. Et que le Royaume du Maroc a porté plainte. Ah oui, après l'acharnement judiciaire, il faut savoir que le Royaume du Maroc a porté plainte contre moi pour diffamation et il s'est constitué partie civile. Le Royaume du Maroc se constitue partie civile face à moi. Et toute la plainte, sincèrement, elle est diffamatoire. J'attends le procès avec impatience. Mais vraiment, je suis content. Enfin, ils disent le prétendu champion du monde. Mais j'ai tous mes diplômes. J'ai mon diplôme de champion du monde. J'ai le classement mondial. Mais c'est ça qui est faux. Ouais. Mais franchement, j'attends avec impatience. Et là, je leur passe le message. Il faut qu'ils soient à l'heure. Là, le jour du procès. Parce que je les attends avec impatience. Moi, je ne me cache pas. Moi, depuis que j'ai déposé mes plaintes, je suis là en France. Je suis là. Et je les demande à chaque fois. J'ai demandé qu'ils viennent m'affronter devant la justice. C'est eux qui se cachent derrière. Ah oui, ils parlent dans leur presse. La presse marzanienne et tout. Et voilà. Je les attends. Est-ce que tu as retrouvé du travail ? Moi maintenant, là je prépare pour le championnat du monde d'ailleurs, je tiens à le dire, parce que depuis que je suis devenu français, j'ai renoncé à la nationalité marocaine, mais j'ai pas renoncé à mes origines. Non, je suis français d'origine marocaine. J'ai renoncé à cette nationalité et j'ai déchiré d'ailleurs dernièrement le passeport marocain parce que je ne veux pas être lié à un pays qui torture ses propres citoyens et qui ne peut pas leur garantir la sécurité. Et je le fais, c'est en solidarité avec les autres victimes de torture. Moi, je suis marocain, je suis né dans ce pays, j'aime les Marocains, mais je n'aime pas le Makhzen. Je n'aime pas les gens qui torturent les citoyens. Ces gens-là, je ne peux pas les aimer. Et c'est pour ça que j'ai déchiré ce passeport. Quelles vont être leurs réactions au livre ? Ils ont déjà commencé à réagir ou pas ? Les autorités marocaines ? La première des choses, ils ont commencé à dire qu'il était écrit par madame. Voilà. Et après, là, pour l'instant, rien. Je pense qu'ils n'ont aucun contre-argument. Là, vraiment, il faut qu'ils fassent profil bas parce que là, ils se sont dévoilés. Là. Ils se sont vraiment dévoilés. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 ans d'intimidation et en fait, tu sors un pavé dans la mare. Non seulement tu mets par écrit tout ce que tu avais dit, mais tu vas encore plus loin et en disant que tu exiges une reconnaissance officielle de ce qui t'est arrivé et une réhabilitation et des excuses et pas d'argent. Exactement. D'abord, la première des choses, il faut savoir que le roi du Maroc a admis qu'il y a de la torture dans son pays. La dernière visite de Madame Navi Pillay, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, avait déclaré, elle a dit clairement, le roi du Maroc, le roi Mohammed VI, m'a informé qu'il ne tolérerait pas la torture, bien qu'il ne peut pas exclure qu'il existe des cas isolés. Moi, après, j'ai envoyé toutes les preuves matérielles au roi Mohammed VI. Je lui ai envoyé les enregistrements téléphoniques avec Adil Bilgate, son émissaire qui s'est présenté ami proche du roi, les enregistrements téléphoniques avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, Mohamed Lansa, les enregistrements téléphoniques avec Hamid Chnouri, directeur central des renseignements généraux, qui parlent tous au nom du roi. J'ai même en ma possession un enregistrement avec le directeur du protocole royal et de la chancellerie, dans lequel on entend clairement qu'il me confirme qu'il a bien transmis ma lettre au roi. Vous voulez quoi de plus ? La décision de justice, elle demande aux autorités marocaines de poursuivre Abdelatif Hammouchi. Les autres preuves matérielles, je les ai envoyées au roi. Aujourd'hui, pour nous, il est inconcevable que le roi Mohammed VI reste silencieux sur cette affaire, surtout avec toutes les preuves matérielles qu'il a entre les mains. Tallinn, tu voulais dire encore quelque chose ?
Non, c'est exactement ça. Pour appuyer ce que dit Zacharia, c'est qu'en fait, nous, depuis le premier jour, on ne dit que la vérité, la simple vérité. On s'appuie sur des faits. Et aujourd'hui, le pouvoir marocain n'a absolument rien à opposer à ce que l'on dit. Et ils sont obligés d'utiliser des méthodes de voyous, comme l'a dit Zach, et des méthodes mafieuses, parce qu'ils n'ont absolument rien entre les mains à nous opposer. Donc aujourd'hui, effectivement, comme le dit Zacharia, on ne peut pas, le roi du Maroc ne peut pas rester silencieux sur cette affaire. Et puis, à un moment donné, le silence vaut acceptation. Donc, il faut aujourd'hui une réaction. Et puis, on veut la réhabilitation de Zacharia. Et puis, c'est pas rien de torturer quelqu'un, de foutre quelqu'un en tôle pendant 18 mois, alors qu'il est innocent et qu'il ne peut pas. C'est pas comme un criminel qui a fait un crime en tout état de conscience et qui ensuite est puni. Là, on parle d'un innocent qu'on prend. Parce que quelqu'un a claqué des doigts, toute la famille, tout l'entourage est obligé de subir ce que la victime est obligée de subir, et 18 mois en prison alors qu'on n'a rien fait, c'est juste inhumain, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, on veut la réhabilitation, on veut des excuses officielles, et on veut surtout que les tortionnaires, bourreaux et commanditaires soient aujourd'hui traduits en justice, puisque la première des choses, c'est qu'il faut aussi lutter contre l'impunité des responsables. Tant qu'on ne lutte pas contre l'impunité des responsables, on ne peut pas lutter contre les pratiques de torture, et au Maroc comme ailleurs. Et d'ailleurs, il faut savoir une chose, que sous le règne de Hassan II, il y avait l'époque des années des plombs. Il y avait les prisons secrètes de Tazmamart, le PF3, etc. Et on a des témoignages vivants qui disent que Hassan II, le père de Mohamed VI, assistait en personne à des séances de torture. Aujourd'hui, sous le règne de Hassan II, on a le fameux centre de Mohamed VI. Ah oui, sous le règne de Mohamed VI, on a le fameux centre de torture Temara, qui est reconnu officiellement par les États-Unis, parce que les Marocains sous-traitaient la torture pour les Américains, et qui se trouve à seulement 2 kilomètres, à seulement 2 kilomètres de la résidence du roi. Donc le roi est le chef d'État, donc il est responsable de ce qui se passe dans son pays, donc il est responsable de ce qui m'est arrivé, donc il doit réagir. Il doit réagir. Parlez-nous un peu tous les deux, avant qu'on donne la parole à la salle, de l'attitude des autorités françaises. Je pense que ça serait intéressant, que ce soit Christine Taubira, Et aussi, je voudrais que tu nous dises le petit épisode de ton emploi dans un grand palace parisien et la façon dont tu en as été licencié. Alors... En fait, le problème à l'origine, c'est que Zacharia, au moment des faits, est un citoyen marocain. Il n'avait pas encore la nationalité française. Donc, il est neutralisé, je ne vais pas dire le terme arrêté, neutralisé sur le sol marocain et enlevé, oui. Donc, forcément, j'ai bien sûr sollicité l'aide des autorités françaises, ce qui n'était pas... qui concrètement, diplomatiquement parlant, n'avait pas vraiment de champ d'action, mais j'ai quand même eu beaucoup de soutien de personnalités politiques, autant que des personnalités de la société civile ou des médias ou des ONG. Et je citerai Vincent Payon, puisque à l'époque, il était chargé d'un groupe de coopération franco-marocaine au Parlement européen, qui m'a soutenu. Et puis d'autres personnalités politiques de différents bords politiques. Et effectivement, depuis donc la libération et depuis que Zacharia a porté plainte pour torture en France, on a effectivement, on a confiance dans la justice française, puisque contrairement à la justice marocaine, elle est indépendante. Donc on avance et on attend avec beaucoup de confiance et de, je dirais pas de sérénité, mais voilà. Si tu veux. Et Amouchi, qui aurait dû recevoir une Légion d'honneur ou une décoration, finalement ne l'a pas reçu. Non, il ne l'a pas reçu, tout simplement. C'était prévu, explique que c'était prévu. Oui, c'était prévu, mais moi, c'était notre ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, il l'avait annoncé au mois de février. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore une dénonciation officielle. Donc, pour moi, je parle pas pour les autres, pour moi, je peux dire que à ce moment-là, il n'y avait pas une dénonciation officielle. L'enquête, elle était toujours en cours, mais il n'était pas encore. Il n'y avait rien. On peut jouer sur
le calendrier. Donc après, une fois il y avait une dénonciation officielle et tout, de poursuivre, ils disent qu'il faut le poursuivre pour des faits de torture. À ce moment-là, je pense que le gouvernement a fait marche arrière un petit peu, et on l'a vu. Ben voilà, il l'a reculé. Et donc, d'ailleurs, parce que dans les sites marocains et tout, ils ont commencé à faire la fête et tout, à dire oui, il va être reçu le 14 juillet, il va être décoré en France. Après, il y avait rien. Ils ont commencé à dire ben non, maintenant c'est Monsieur le Président qui va venir en personne le décorer. Et voilà, et ça parle. L'épisode du Fouquet, pour ne pas dire ah son oui, nom. ouais. Alors, l'épisode du Fouquet, donc j'avais décroché un poste de responsable de sécurité. Et à ce moment-là, c'était mon 2e mois, avant la fin de contrat de période d'essai. Et du coup, l'avant-dernier jour, le directeur de l'hôtel, il m'a convoqué et tout. Il m'a dit, écoutez, voilà, franchement, je suis très satisfait de votre travail et tout, mais par contre, il y a un petit problème. Je lui ai dit, lequel? Il m'a dit, c'est politique. Et là, à ce moment-là, et là, il m'explique, il me dit voilà qu'il a reçu un appel de l'ambassade, il a reçu des appels de l'ambassade du Maroc, et comme quoi, l'hôtel, voilà, il accueille pas mal des princesses, les princes et tout. Et il m'a dit que Majidi, et c'est un client de l'hôtel, et que voilà, que votre problème avec Majidi et tout, voilà, on peut pas vous garder et tout. Donc les Marocains, ils me suivent jusqu'ici, dans mon travail, dans tout, quoi, dans tout. Mais il faut qu'ils sachent une seule chose, c'est que franchement, il n'y a rien qui m'arrêtera jusqu'à ce qu'on me rende justice. Ça, j'ai un message à passer au roi, mais je vais lui passer un message directement. S'il vous est impossible de rendre justice aux victimes de torture et faire face aux marzan, c'est-à-dire les gens du pouvoir dans l'ombre, pour faire juger ces tortionnaires et les commanditaires, il vaut mieux rejoindre le peuple et faire la révolution contre le marzan, avant qu'il soit trop tard. Il nous reste un quart d'heure, 20 minutes pour des questions avec la salle. Alain, c'est bien ça ce que tu prévois? Qui a des questions à poser à Zakaria ou à Taline? Et vous avez un deuxième micro? Alors, qui d'abord? Savoir où vous en êtes avec la justice française, quoi, avec les magistrats de légion et tout ça, quoi. Où est-ce que vous en êtes avec ça? Parce que... Comme j'ai expliqué, la justice française, après une enquête, après plus d'1 an et demi d'enquête, la justice il y a une conclusion, c'est-à-dire que ils ont conclu qu'il y a suffisamment d'éléments et de preuves pour poursuivre Abdelatif Hamouchi en justice pour fait de torture. Et du coup, ils ont envoyé une dénonciation le 27 mars dernier. Ils ont envoyé une dénonciation officielle aux autorités marocaines pour poursuivre Abdelatif Hamouchi en justice. Voilà. Du coup, ça pourrait aboutir quand? Quand est-ce qu'il y a un procès? Ça dépend parce qu'au début, il faut savoir que les Marocains, au début, ils ont dit qu'ils n'ont rien reçu. Après, il y avait un communiqué de la part de Quai d'Orsay. Ils ont expliqué les différentes étapes. Ça passe par là. Donc, ils ont expliqué que ça veut dire que la dénonciation est partie. Après, maintenant, ils ont dit que voilà, ils ont reçu la dénonciation, mais on va attendre ce qu'ils vont dire. C'est parti de la cour d'appel de Paris, du Quai d'Orsay. C'est le parquet de Paris qui a envoyé, la dénonciation. Par contre, sans que le juge ne soit dessaisi de l'affaire. Faute de réponse des autorités marocaines, la justice française reprendra le relais. Et moi, j'attends ça. Moi, je m'en fous de la justice marocaine. J'ai aucune confiance à la justice marocaine. Voilà. La justice française qui reprenne le... Oui, faute de réponse des autorités marocaines. De toute façon, ils ne vont pas répondre parce que là, déjà, ça faisait plus que 6 mois qu'ils ne répondent pas. J'espère que les autres... Au bout de combien de temps? Je sais pas. Bonjour, ça serait plutôt... une question à propos du sport. On sait qu'en France et notamment dans la région parisienne, oui. Au sein de la boxe anglaise ou pied-point, on a beaucoup de franco-marocains qui hésitent à représenter le Maroc au sein des compétitions internationales. Est-ce que vous auriez un message à faire passer? Comme vous avez dit, vous aviez déchiré votre passeport. Est-ce que vous avez un message à faire passer à ces gens qui veulent représenter le Maroc et qui hésitent à aller en équipe de France ou en équipe du Maroc Voilà, ça serait ça. Non, mais pour les gens, ils sont libres de leur choix. Il faut juste qu'ils voient. Moi, j'explique mon cas. Il faut que, voilà, c'est vraiment, comment je vais dire,
moi je peux parler de mon cas, ce qui m'est arrivé, j'ai représenté le Maroc, j'ai levé son drapeau, j'ai demandé un droit légitime, on m'a torturé parce que j'ai osé réclamer un droit. Donc je ne pense pas qu'en France, on torture quelqu'un parce qu'il a osé réclamer son droit. De rien. Moi j'aurais une question à Ignace Dahl qui connaît le Maroc depuis bien plus longtemps que moi. Finalement, en matière de liberté, de droits de l'homme, de torture, qu'est-ce qui a changé entre le règne de Mohamed VI et celui de Hassan II? C'est une question difficile. Je pense qu'à la fin du règne de Hassan II, c'était la fatigue ou l'usure du pouvoir, les choses se sont améliorées. On a cru aussi pendant les premières années du règne de Mohamed VI qu'on allait dans le bon sens. Et puis il y a eu les attentats de 2003 avec une loi là, sur la sécurité qui a été assez tragique parce que ça a donné pratiquement tous les pouvoirs à l'appareil sécuritaire et les choses n'ont pas cessé de se dégrader. Et je voudrais avoir aujourd'hui, vous me demandez ce qui a changé, une petite pensée là pour un ami que beaucoup de gens connaissent, Marati Monjeb, l'historien, qui est un monsieur tout à fait remarquable et qui est à son 21e jour de grève. Lui aussi, on le poursuit pour des choses absolument stupéfiantes. On lui reproche, je ne sais pas quoi, des histoires de fiscalité, de ne pas avoir... puis après, ça a été la sécurité de l'État qui était menacée parce qu'il avait une association Freedom Press, qui voulait former des journalistes d'investigation. Bon, mais tout ça, toutes les têtes qui dépassent aujourd'hui, c'est insupportable. Ça a été Zakaria il y a quelques années. Il y a eu beaucoup d'autres. Ali Mrabet, même le journal Tel Quel a fait il y a 15 jours un numéro en parlant de la gestion déplorable par le pouvoir marocain de tous ces cas, qui sont le capitaine Adib, qui sont Ali Mrabet, qui sont Zakaria, et il y en a encore, le Ali Anouzla, etc. Je ne comprends pas, cette espèce pour l'image du Maroc, c'est absolument désastreux. C'est le New York Times a fait pour Marati Monjeb un article il y a quelques jours. Tout ça, il y a Le Monde. Pourquoi s'obstiner sur des affaires qui sont... c'est ça. Alors que moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a régressé, depuis 2003, considérablement. Il y a eu évidemment le printemps, le mouvement du 20 février. Pendant quelques mois, on a cru que les choses allaient se replacer, mais tout ça, même avec la modification de la Constitution, rien n'a changé. C'est attristant, et inquiétant. Qui d'autre a encore des questions? Donc tout d'abord, merci pour... Je crois que ça marche. Merci pour votre témoignage. Merci. Et c'est une question un peu personnelle, mais si c'était à refaire, si on était en 2010, oui. Et est-ce que vous redemanderiez le titre de conseiller sportif ou pas du tout? Oui, je le demande. Parce que pour moi, c'est un droit. Et il faut savoir, je ne l'ai pas demandé pour l'argent. Ce droit-là, c'est un droit légitime. Je l'ai demandé pour le principe. Même si c'était un dirham symbolique, je l'aurais demandé. C'est par principe. Oui. De rien. Et moi, j'ai d'autres questions encore. Quels sont tes projets de travail là maintenant? Je sais que tu es suivi au Centre Primo Levi. Vous savez tous ce que c'est le Centre Primo Levi. C'est pour les sorties de la torture, les ex-victimes de la torture. Est-ce que tu es capable de retravailler aujourd'hui ou c'est encore trop difficile? C'est très très difficile. D'ailleurs, je suis suivi, là, je fais des séances toutes les semaines et tout. Et ça m'aide beaucoup. Franchement, je tiens à féliciter les gens qui gèrent ce centre Primo Levi, ainsi que tous les médecins et les psychiatriques là-bas, parce qu'ils font un travail remarquable. J'ai pu rencontrer d'autres victimes de torture de d'autres pays et vraiment ça m'aide beaucoup aujourd'hui.
Mais là, j'ai repris ce que je sais faire de mieux. Je commence à donner des cours de coaching. Parce que je peux pas travailler, je peux pas avoir un patron, je ne peux pas maintenant. Et du coup, alors j'ai repris mon coaching personnel et tout, et là je reprends la préparation pour le championnat du monde parce que je souhaite représenter la France au championnat du monde de 2016. C'est simplement, enfin, de toute façon, c'est évident, mais c'est aussi ce qu'on a voulu expliquer un peu dans le livre, c'est que bon, quand on nous voit, on est jeune, on parle facilement, on raconte facilement les choses. Après, derrière, il y a aussi il y a eu quand même beaucoup de souffrance et beaucoup de douleur, donc par pudeur tout n'a pas été dit dans le livre bien sûr, mais il faut quand même avoir à l'esprit que c'est pas évident de se battre contre un État, de se battre tous les jours, de faire face à du harcèlement moral, le harcèlement judiciaire, des menaces de mort, à un moment donné on reste que des êtres humains et c'est vraiment le combat de David contre Goliath. Et bon, on est un couple, on est soudés, on est solide, mais enfin on est quand même sur une guerre de tranchées qui peut durer des années. Enfin, la justice, c'est pas quelque chose qui se règle comme ça du jour au lendemain. Donc, et par rapport à la reconstruction, lorsque Zakaria est rentré, la reconstruction est toujours en cours. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est rentré que tout ça s'est arrangé. Et puis, on s'est pas vu pendant 18 mois. Pendant les 18 mois où il était en prison, on s'est vu une fois. Je suis partie une fois au Maroc pour le voir. Et on s'est vu 3 jours, entouré par des gardiens, par le directeur de la prison, etc. Donc oui, alors c'est un combat, mais il faut quand même le dire. À un moment donné, c'est beaucoup de souffrance, et puis il faut gérer, faut continuer de travailler. Moi, je me suis retrouvée toute seule pendant 18 mois à tout gérer. Enfin, à un moment donné, il faut aussi, on peut pas comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts se dire que tiens, celui-là, on va le neutraliser, on va lui faire payer parce qu'il s'est exprimé un petit peu trop fort. Voilà. Et puis, pour rejoindre ce que disait Ignace, c'est que il y a énormément de personnes qui travaillent dans la presse, des journalistes qu'on essaye de museler et qu'on essaye d'intimider. Mais à l'origine, Zakaria n'est ni un militant, ni un journaliste, c'est un simple citoyen. Et c'est là toute la disproportion de cette affaire. C'est tout simplement, d'accord, il a demandé l'application d'un droit, qu'il a un peu parlé dans les médias, ça n'a pas plu parce qu'il a nommé précisément Mounir Majidi comme à l'origine de la privation de ce droit. Mais pour autant, on ne fait pas subir tout ça à un citoyen. Donc c'est pour ça, c'est complètement kafkaïen, c'est complètement disproportionné, et c'est aussi la raison pour laquelle on voulait faire ce livre, parce qu'on voulait vraiment laisser une trace de ce témoignage et d'expliquer ce qu'on a vécu au quotidien. Il faut surtout que ce témoignage-là serve à toutes les autres victimes de torture, au Maroc ou ailleurs, mais de leur dire que voilà, rien n'est impossible. Quand on se bat et quand on ne lâche pas, on peut arriver à bout de beaucoup de choses, mais c'est surtout un message d'espoir qu'on veut donner aujourd'hui, et de dire voilà, il faut pas lâcher aux familles, à l'entourage et aux proches qu'on a souvent, voilà, qu'on ne voit pas forcément, qui sont parfois dans l'ombre, qu'il faut aussi leur apporter énormément de soutien. Parfois un simple message, parfois je recevais des messages sur les réseaux sociaux, sur Facebook, tout ça d'encouragement, ça me faisait plaisir. Et donc du coup j'oubliais les messages d'insultes ou les messages où on disait oui, ton mari c'est un escroc, ton mari machin, enfin où je me tirais les cheveux quand je lisais ça. Et puis voilà, et puis il y a des gens qui sont formidables, qui font un travail formidable dans les associations de défense des droits de l'homme, la MDH au Maroc, l'ASDOM, enfin, et toutes ces personnes-là qui au quotidien sont intimidées, sont menacées de mort, enfin des victimes de torture aujourd'hui au Maroc, qui, lorsqu'elles portent plainte au Maroc en disant qu'elles ont été victimes de torture, sont poursuivies et sont jetées en prison. Donc, il y a un cas, c'est 2 jeunes. Il y a une fille qui s'appelle Wafa Sharaf et un jeune, Oussama Housni. Ils ont porté plainte contre X pour enlèvement et torture. Ils étaient poursuivis par la police. Ils étaient jugés 2 ans de prison ferme pour la fille et 3 ans de prison ferme pour le jeune. Et 5 000 € d'amende pour payer ça à la police, alors qu'ils ont porté plainte contre X, même pas contre la police.
Donc c'est pour voir, c'est vraiment le régime, le pouvoir marocain essaie d'écraser ces gens-là, essaie de vraiment ils veulent pas de témoignages, ils veulent pas que les gens témoignent, ils veulent pas que les gens parlent de la torture, s'expriment. Et ça, ils font tout pour. Et il faut savoir, parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais torturé sous les ordres du roi. On me torturait en son nom. Il me disait que ça, c'est les ordres du roi. Ça, c'est l'abattoir de Sa Majesté. Et j'étais torturé à seulement 2 kilomètres de chez lui. Aujourd'hui, j'ai goûté à la mort. Il faut savoir que j'ai goûté à la mort. Malgré tout ce que j'ai raconté, ce que je raconte dans le livre, je ne peux pas raconter les vrais détails. Je ne peux pas raconter tout. On ne peut pas s'imaginer. Mais vraiment, j'ai goûté à la mort. Donc aujourd'hui, j'ai le droit de savoir qui a donné l'ordre de me kidnapper, de me torturer et de me jeter en prison parce que j'étais en prison pendant 495 nuits arbitrairement. Donc, jour et nuit, bien sûr. Donc aujourd'hui, j'attends une réponse claire de Mohamed VI. J'attends vraiment une réponse claire de Mohamed VI, une réponse digne d'un chef d'État commandeur des croyants. Roland Quérol, vous connaissez bien le Maroc et je crois que vous voulez bien dire quelque chose. Non, je voulais dire 2 choses. La première, c'est bravo pour le livre. C'est un livre fort et digne. Vraiment, c'est un livre formidable. Je connais bien votre combat depuis longtemps, à l'un et à l'autre. Mais au-delà même du combat que vous racontez, la production de ce livre, je trouve que c'est formidable. Et que même si vous n'êtes jamais réhabilité, vous avez gagné. Et oui. C'est ça qu'on voit dans ce livre, et ça, je trouve ça formidable. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a une chose qui n'a pas changé avec le passage de Hassan II à Mohamed VI, c'est que c'est la chape de plomb qui continue à s'exercer sur les élites marocaines. Moi, quand j'ai commencé un espèce de petit tour pour essayer de voir ce qu'on pourrait essayer de faire, j'ai commencé par aller voir des gens qui sont des gens importants, des gens dans le pouvoir, dans le Marzen ou pas loin. Et j'en connais beaucoup. Hein. J'ai mon âge. Les gens de ma génération, ils sont souvent dans des positions de pouvoir. Et j'ai été frappé, alors que c'est des gens qui sont souvent des amis personnels depuis 30, 40 ans. Immédiatement, dès que je prononçais ton nom, on me disait « Mais non, tu ne connais pas le dossier. C'est un droit commun. C'est un escroc, c'est encore pire que ce que tu crois. » Mais je disais, mais enfin, le dossier, moi, je peux l'apporter, le dossier. Non, tu ne le connais pas, vous êtes manipulé. Et il y avait cette espèce de volonté de ne surtout pas entrer dans le moindre regard sur cette affaire, tellement on savait que ça ne pouvait pas se régler. Ils ont été d'ailleurs, la plupart, extrêmement surpris que tu finisses par sortir, parce qu'ils avaient le sentiment que c'était un combat absolument sans espoir. Donc voilà les 2 choses que je voulais dire. Et puis s'il faut poser une question pour être plus souriant à la fin, c'est pas trop tard pour refaire un championnat du monde de boxe à ton âge avancé? Non, pas du tout, pas du tout. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être que c'est l'heure de terminer. Alors j'ai une petite question. Vous dites que vous demandez la simple application d'un droit qui vous est reconnu, qui est inscrit dans la loi marocaine. Ouais. Mais du coup, sur le contenu de ce droit, qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça, sur le contenu, c'est-à-dire qui dit que tout champion du monde au Maroc peut prétendre à un poste de conseiller. Qu'est-ce que vous pensez de ce droit? Je pense que, parce que ce droit, il faut savoir, pour les sportifs, leur métier, c'est en France, par exemple, un sportif, il s'entraîne le matin, l'après-midi, il a des sponsors, il a pas mal de choses. Au Maroc, ça n'existe pas. Donc, il y a une fédération royale, et donc, pour les champions du monde, ils ont ce poste de conseiller sportif pour pouvoir se consacrer en plein temps à ce sport. Donc, c'est vraiment un poste où on peut, pour pouvoir continuer à représenter le Maroc, à représenter le pays, pour pouvoir faire d'autres championnats. Et travailler, en fait, c'est un poste qui permet de... Ouais. En gros, c'est de pouvoir partager ses compétences professionnelles d'athlète et former d'autres athlètes. Donc, c'est pas une. Alors, au départ, on a pu entendre oui, c'est pour avoir un salaire, c'est pour avoir une rente, etc. Non, c'est un poste de conseiller sportif ou d'entraîneur ou de, je sais pas, de coach. Et puis, c'est pas quelque chose qui qui est exceptionnel. C'est-à-dire que des sportifs avant Zakaria l'obtiennent, des sportifs encore aujourd'hui l'obtiennent. Donc, c'est vraiment
c'est une pratique très courante, quoi. C'est ni une faveur. Alors pourquoi cette fois ça a bloqué? Oui, mais aussi une autre chose. Si par exemple, parce que j'aimerais bien répondre à ces gens-là qui disent oui, mais non, mais c'est pour avoir un salaire et tout. Mais dans ce cas-là, pourquoi le roi il accorde pourquoi il fait ce décret? Il fallait l'enlever. Pourquoi? Donc ils disent on a un décret royal. Hein. C'est pas à moi de venir me dire oui, Zakaria Moumni il voulait le salaire. Non, il faut aller voir le roi. Dites-lui, pourquoi vous faites un décret comme ça? Pas moi. Mais pourquoi pour toi ça n'a pas marché? Elle a raison de poser la question. Pourquoi pour moi ça n'a pas marché alors que ça a marché pour d'autres personnes avant moi et même après moi? Parce que moi j'ai prononcé le mot droit. Je veux mes droits. Là-bas, il ne faut pas parler de droit parce que les Marocains ne sont pas des citoyens sur place. Ce sont des sujets du roi. Là-bas, il faut lécher les babouches, s'agenouiller et là on peut avoir. Mais quand on arrive digne, on se serre la main et on se regarde face, on dit je veux juste l'application d'un décret et je lui pose la copie. Non, ça marche pas comme ça. Là, on te torture et on t'enlève et on te séquestre. Alors, attends, c'est une question d'attitude finalement. C'est exactement ça. En fait, à l'origine, tout le problème vient d'un problème de personnel, d'un heurt personnel suite à l'entrevue entre Zakaria et ce personnage Mounir Majidi. Et effectivement, tout vient de la forme et non du fond. Et Zakaria n'a jamais manqué de respect ni envers donc ce personnage, ni il faut quand même voir un jeune de 25-26 ans qui se retrouve dans le bureau du secrétaire particulier du roi Mohamed VI. Il a jamais manqué de respect. Par la suite, il a jamais parlé en négatif du royaume du Maroc ou du roi ou peu importe. Je raconte les faits. Voilà, donc c'est vraiment une histoire de vengeance personnelle, de heurt personnel, et c'est encore une fois pour montrer toute la disproportion, parce qu'en gros, ta tête me revient pas, tu m'as un peu embêté, et en plus tu parles de moi dans les médias après, parce que après 2006, il a osé exprimer l'injustice dont il était victime et a désigné Majidi sur Al Jazeera Sport notamment, et ça n'a pas plu, et ça ne part que de là. Voilà. Ouais, non, mais c'est ça. Et surtout que je vois des gens, et ça, c'est des gens du Marzen qui commencent à critiquer, à dire ah non, mais ils voulaient un salaire. Mais ils n'ont pas vu le budget du roi qui dépasse les 240 millions d'euros par an. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, moi j'en ai une dernière. Oui. Bonsoir Zakaria. Oui, bonsoir. Et est-ce que vous pensez que vous avez peut-être trop insisté pour avoir le poste Mais il faut insister. Et quand on a un droit, il faut insister. Maintenant, vous n'êtes plus marocain. Comment? Vous n'êtes plus marocain maintenant, c'est fini. Ah, mais moi, je demande plus le poste, là, depuis des années. Je veux pas ce poste, je veux la réhabilitation. Je veux que mes tortionnaires soient traduits devant la justice pour que de tels actes ne se reproduisent plus. J'aimerais rajouter quand même, bon, c'est pas parce que je suis la femme de mon mari, mais enfin, ils avaient quand même la chance d'avoir un athlète c'est pas rien non plus d'avoir un titre mondial. Oui, c'est quand même du gâchis. Je suis désolée pour le Maroc à un moment donné d'être aussi buté, je sais pas, je suis pas dans la tête de ces personnages haut placés, mais il y a quand même un athlète à 19 ans qui lève le drapeau de son pays. Depuis le départ, il ne fait que véhiculer une image positive du royaume du Maroc. Donc moi, ça me fait bien rire quand on parle beaucoup du fait qu'il a déchiré son passeport, etc. Pour moi, c'est vraiment une peccadille, parce que c'est juste déplacer le vrai problème qui est le problème d'un simple citoyen, un jeune qui essaye par tous les moyens d'exprimer l'application de ce droit. Mais c'est quand même un gâchis pour le royaume du Maroc d'avoir un athlète de cette stature, de le laisser c'est vraiment dommage. Et aujourd'hui, moi, je le soutiens à 1000%, qu'il représente aujourd'hui la France, parce qu'il a tellement encore à donner. Il a quand même, le métier de Zakaria, c'est pas d'aller crier à l'injustice, etc. Ça, c'est l'activité secondaire qui est devenue une activité à plein temps. Mais à la base, c'est quand même un sportif, c'est un athlète et qui aime sa passion. C'est le sport. Et c'est ce qu'on raconte dans le livre. Donc, il faut éviter les raccourcis un peu faciles, par-ci par-là des petits polémistes ou des gens du Marzen qui essayent un peu dégrainer des petites choses, mais il faut pas oublier de l'essentiel, il était là à l'origine pour lever le drapeau de son pays, le Maroc, fièrement. Il l'a fait et il ne cherchait qu'à continuer à le faire. Donc voilà. Est-ce que votre livre a été interdit au Maroc?
Bah, il faut demander au... Oui, bonsoir, je suis l'éditrice du livre, donc de chez Calman Levy. Non, les Marocains n'interdisent jamais les livres. Enfin, moi, c'est la 3e fois que je publie un livre sur le Maroc. Les livres ne sont pas interdits, sinon ça serait une aubaine pour nous que de dénoncer l'interdiction du livre, mais il n'est pas en vente. C'est-à-dire que les libraires ne le commandent pas et on ne peut pas... Voilà. Donc c'est... Voilà. Donc en fait, il faudrait qu'un libraire marocain courageux commande des livres. Mais de fait, personne ne le fera. Mais ils vont jamais arriver. Mais sinon, le livre est à la vente au Maroc potentiellement. C'est-à-dire qu'on peut distribuer le livre au Maroc, mais il est en vente en France et dans les pays francophones. Voilà. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci à vous tous d'être venus. Merci à Zakaria et à Taline. Et je vous recommande vivement de lire ce très beau livre.